Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. Voilà, fête de la musique, festival d'Aix et commémoration de Waterloo. Beaucoup de choses, évidemment, nous interrogent. D'abord, bonjour, Fleur Perrin. Je suis ravi de vous recevoir. On va parler de toutes ces questions, évidemment. Je suis tombé sur un article de Jamel dans un journal qui s'appelle Tel Quel, qui est un hebdo, disons, plutôt progressiste au Maroc. Et il dit, alors je mets mes petites lunettes fumées parce qu'il y a beaucoup de spots. J'ai rencontré plein de chefs d'État français, alors c'est du Jamel dans le texte, qui n'en avaient rien à foutre de la culture. Il a raison ou il a tort? Il a peut-être raison, il parle de son expérience passée, mais en tout cas, c'est pas le cas du président de la République, François Hollande, c'est pas le cas du chef du gouvernement, Manuel Valls, et Jamel le sait très bien, on travaille beaucoup ensemble sur l'impro théâtrale, sur un certain nombre de sujets pour lesquels il s'investit énormément, pour lesquels il accompagne les jeunes, ouais, et vous êtes sûr que ça ne concerne pas François Hollande? Je sais qu'il sait l'intérêt que porte à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement à un certain nombre de sujets. Alors il aurait pu mettre à l'exception de François Hollande, il ne l'a pas mis. Non, parce que Jamel ne fait pas de politique, il fait des choses auxquelles il croit. Pose-lui la question à l'occasion, mais je ne pense pas qu'il ait eu cette intention en tout cas. Est-ce que vous considérez, parce que j'ai lu ce matin dans l'Opinion, c'est aussi important de lire les journaux avant de vous recevoir, qu'il y en avait un peu marre du journal donc libéral de cette manie qui concerne justement Waterloo, de commémorer le passé et en plus de commémorer les défaites de la France. Ils disent, donc l'Opinion, vivement une Waterloo-thérapie en considérant que c'est une aberration. Vous leur diriez quoi? Vous qui êtes une ministre de la Culture d'aujourd'hui. Oui, moi c'est vrai que j'ai ce type aussi de débat sur la question du patrimoine par exemple, où effectivement il y a toujours des personnes qui souhaitent opposer le patrimoine du 21e siècle qui a vocation à devenir un patrimoine important pour les générations à venir et le patrimoine plus ancien. Donc moi je ne souhaite pas opposer, je souhaite réconcilier un patrimoine avec la création actuelle étant le patrimoine de demain. Sauf qu'on est exactement, on dit bravo Waterloo et on tague et on détruit Anish Kapoor à Versailles. Exactement, mais c'est ce que je dis. Moi, je pense qu'il y a une création qui ne mérite pas que qui que ce soit délivre des brevets de beauté, d'esthétique, de dignité. Je considère que dans l'art et dans la création, il y a de la subversion, il y a de la provocation. Qu'est-ce que l'État peut faire dans l'histoire de Anish Kapoor? Parce que vous savez, Barack Obama a dit nous sommes le seul pays au monde où justement il y a des tueurs de masse qui sont motivés par le racisme. Nous, on est quand même le seul pays au monde où on détruit les œuvres d'art quand on les conteste. On n'est pas le seul pays au monde. Vous savez, il y a une très belle exposition Velázquez en ce moment, avec une magnifique Vénus au miroir qui avait été lacérée par des féministes en Angleterre. Donc on n'est pas le seul pays du monde où ce genre de contestation existe, et même encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des réactions de plus en plus conservatrices, réactionnaires, sur un certain nombre d'œuvres. On l'a vu dans les mois, même les semaines récentes. Et que peut faire l'État? Eh bien, continuer à défendre la liberté de création. La liberté de création, ce n'est pas l'État qui délivre un brevet de beauté. On n'est plus dans une époque de culture académique où il y a une culture officielle validée par l'État, validée par les bien-pensants. La contestation, c'est la beauté, c'est de dire que finalement il n'y a pas de lien entre Kapoor et Versailles. Donc pour moi, pourquoi mettre Kapoor à Versailles? Mais je ne vois vraiment pas en quoi quelqu'un peut décider. Oui, quelqu'un pourrait décider qu'on ne peut pas faire des expositions temporaires à Versailles. Je crois que c'est quelque chose qui attire beaucoup les touristes. Je crois que c'est quelque chose qui aussi crée de l'animation dans un lieu qui est un lieu de patrimoine, sans remettre en cause sa vocation patrimoniale. Il y a de très belles expositions, il y a une très belle programmation musicale à l'Opéra de Versailles. Ça n'est absolument pas incompatible avec le fait de rendre hommage à la création contemporaine et de permettre à nos concitoyens d'accéder à la création contemporaine. J'ai plein de questions. Est-ce que vous pensez qu'un jour le ministère de la Culture va retrouver le budget qui était le sien, disons, dans les années Mitterrand? Ou est-ce que c'est terminé définitivement? Non, je pense. C'était une spécificité française. Non, ce qui a été très spécifique dans les années 80, c'est qu'effectivement le budget a doublé sous Jack Lang. Mais avant, il était très faible. C'est-à-dire que Jack Lang a permis au budget du ministère de la Culture d'atteindre à peu près 1% du budget de l'État. Depuis, il n'a pas baissé. C'est-à-dire que on est un pays qui est exceptionnel. On parle souvent de l'exception française en matière culturelle. On est exceptionnel également par les moyens que l'on consacre, y compris financiers, que l'on consacre à la culture. Demandez à des Italiens, demandez à des Espagnols, demandez à des Anglais. Nulle part, dans aucun pays européen, vous n'avez autant de moyens qui sont consacrés à l'animation de la vie culturelle dans le pays. Donc, ce budget, il est resté important. Il est faible. Oui.
il est faible par rapport au budget de l'État, mais il est très important par rapport à ce que les autres pays consacrent à leur vie culturelle. Pourquoi? Donc, moi, la raison pour laquelle je me bats également, et dans la négociation budgétaire qui a lieu actuellement, mais vraiment actuellement, c'est pour respecter l'engagement qui a été pris par Manuel Valls, le Premier ministre, pour non seulement préserver, mais également augmenter le budget de la création et de la transmission des savoirs ou de la transmission de la culture. Et c'est ce que je vais faire. Pourquoi avoir réintégré Agnès Salle pour lui coller une procédure juridique? Parce que la réintégration est de droit à partir du moment où un administrateur civil, un fonctionnaire du ministère de la Culture démissionne d'un poste sur lequel il est affecté à l'extérieur du ministère, eh bien il revient automatiquement dans les effectifs budgétaires, dans la masse salariale, si vous voulez, du ministère de la Culture. Et vous avez vu tous les hiérarques de la culture qui la défendent par pétition en considérant qu'à partir du moment où elle a remboursé, lui coller une procédure. Écoutez, moi je suis extrêmement ferme mais juste dans cette procédure. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps de faire une enquête. J'ai pris le temps de faire une enquête digne de ce nom, pas en me fondant sur des rumeurs de couloir ou sur des dénonciations anonymes ou sur des articles de presse. J'ai pris le soin de vérifier un certain nombre de faits. J'ai pris le soin de vérifier leur qualification juridique. Et maintenant, il y aura une sanction s'il doit y avoir une sanction. S'il ne doit pas y en avoir, nous le verrons. Mais en tout cas, moi, je souhaite faire les choses dans les formes, en respectant les droits de la défense. En respectant les droits de la défense. Il y a des actions qui ont été commises qui sont répréhensibles. Et dans ce cas-là, elles devront être sanctionnées. Mais nous le ferons en respectant la procédure et les droits de la défense. Est-ce que cette enquête, Fleur Pellerin, va être élargie à tous ceux qui sont détenteurs d'un poste culturel dépendant de l'État? Non, mais il ne faut pas donner l'impression que c'est la jungle. Ça va devenir la chasse aux sorcières. La plupart des fonctionnaires du ministère de la Culture, comme des fonctionnaires dans leur grande majorité de l'État, font leur travail en ayant chevillé au corps l'intérêt général et en ayant une éthique personnelle. Donc il n'est pas question de discréditer la vocation et le travail que font tous ces fonctionnaires. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes et ces hommes qui s'engagent au quotidien pour l'intérêt général. Donc ne donnons pas l'impression que, de manière très populiste et très démagogique, que tout le monde aurait quelque chose à se reprocher. Donc moi, mon souhait, c'est vraiment de faire la lumière sur cette histoire, en respectant encore une fois les procédures. S'il y a d'autres personnes qui ont commis des actes répréhensibles, eh bien ils seront poursuivis en respectant encore une fois les formes et les procédures, mais de manière générale, il y a beaucoup de fonctionnaires auxquels je souhaite rendre hommage au ministère de la Culture qui font extrêmement bien leur travail, et donc il n'y a aucune raison de jeter le discrédit sur ces femmes et ces hommes. Est-ce que Muriel Mayette va aller à la Villa Médicis? Vous le verrez en temps utile lorsque la nomination interviendra. Non, parce que c'est une nomination donc, qui fait l'objet d'une signature par le président de la République. Enfin, c'est une proposition que vous soutenez? C'est une proposition qui sera faite, le candidat ou la candidate qui sera proposée au président de la République. Effectivement, c'est la ministre de la Culture qui fait cette proposition au président de la République. Mayette. Vous le saurez en temps utile. J'aimerais bien le savoir, justement. Je vous le saurai quand je ferai cette proposition et quand le président de la République signera. Elle a été une administrative du français qui a connu beaucoup de choses. En même temps, elle connaît pas grand-chose à l'art contemporain. Il y a beaucoup de choses qui circulent, si vous voulez, dans les pétitions, dans la réflexion sur la culture. On a une présidente de France Télévisions qui ne connaît rien à la télé, un patron du Centre Pompidou qui ne connaît rien à l'art contemporain, et Muriel Mayette qui a été formidable à la Comédie Française, qui ne connaît pas grand-chose à la culture. Pourquoi on fait ça alors qu'aux États-Unis, par exemple, ça paraîtrait, ou même à Londres, totalement invraisemblable que le patron du MoMA connaisse rien à l'art contemporain ou que le patron du Met ne connaisse rien à l'art lyrique? Mais il faut regarder la spécificité de chaque institution. Vous parlez de la Villa Médicis. La Villa Médicis, c'est pas uniquement... il y a des écrivains, il y a des... Absolument, c'est très pluridisciplinaire. Il y a du spectacle vivant. Et Muriel Mayette connaît très bien le spectacle vivant comme d'autres personnes. Donc c'est Muriel Mayette. Non, mais vous citez Muriel Mayette. Vous êtes très malin. Il y a des écrivains. Il y a depuis cette année, j'en suis ravie. Le patron de Pompidou qui connaît rien à l'art contemporain, c'est quand même invraisemblable. Des créateurs, des musiciens de hip-hop. Donc c'est pluridisciplinaire et voilà, personne n'est multidisciplinaire. Donc c'est bien qu'il y ait aussi non pas seulement des historiens de l'art, mais aussi d'autres disciplines qui puissent être représentées à la tête de cette institution. Quant au Centre Pompidou, vous parlez du président. Je vous rappelle qu'il y a un directeur du musée d'art moderne, et le directeur qui est le conservateur, qui est celui qui doit faire la programmation des expositions. C'est Bernard Blisten, qui est un excellent connaisseur d'art contemporain. Le président par rapport aux grandes institutions internationales,
du Centre Pompidou, c'est un ensemblier qui a vocation à faire travailler ensemble la Bibliothèque publique d'information, l'IRCAM, qui est un merveilleux laboratoire de musique contemporaine, le Centre Pompidou, et assurer le développement culturel de cet ensemble. Que nous sommes là aussi. C'est quelqu'un qui gère aussi du dialogue. Non, nous ne sommes pas une exception. Nous avons Bernard Blisten. Pourquoi y aurait-il deux directeurs du musée? Mais on dirait un dialogue de sourds. Je ne vous dis pas que vos arguments ne sont pas recevables. Je dis qu'on est le seul pays au monde qui nomme à des postes importants des gens qui n'y connaissent rien. C'est tout ce que je dis. C'est complètement faux de dire que, par exemple, Serge Lasvigne ne connaît rien à quoi. C'est quelqu'un qui a été secrétaire général du gouvernement pendant de nombreuses années, qui connaît extrêmement bien le dialogue social, qui connaît extrêmement bien le fonctionnement de l'administration. Mais on ne lui demande pas de connaître la peinture, on lui demande d'être un ensemblier pour faire travailler ensemble des entités extrêmement différentes. Bernard Blisten, qui est le directeur du musée d'art moderne, a besoin, lui, d'être un excellent expert de l'art contemporain, et c'est le cas, donc il n'y a pas besoin de dupliquer des postes. Voilà, je crois que c'est aussi une maladie française de en permanence trouver des critiques. Les gens du Centre Pompidou, allez les interroger aujourd'hui, sont extrêmement contents. Sont extrêmement contents de la présidence de Serge Lasvigne. De la même façon que Delphine Ernotte est une excellente gestionnaire qui a su très bien diriger les centaines de milliers de salariés d'Orange. Donc c'est quelqu'un qui aura à cœur, je pense, de bien gérer France Télévisions et de bien s'entourer de gens qui connaissent bien les programmes. Vous savez, Nonce Paolini, par exemple, lorsqu'il a pris ses fonctions, ne connaissait pas non plus très bien le secteur audiovisuel. Il a été un bon patron, je pense, d'audiovisuel. C'est le cas d'autres patrons également. Non, je réponds à vos questions, mais je pense qu'il ne faut pas critiquer en permanence, a priori, faire des procès. C'est normal. Oui, bien sûr. La dernière question concerne évidemment les festivals, puisqu'il y a Aix qui démarre. Il y a la fête de la musique. Alors c'est une nature tout à fait différente ce week-end qui est importante en France. Est-ce que vous pouvez faire un effort pour que les conventions qui sont passées avec les villes concernant les festivals soient un petit peu améliorées? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'effectivement, là aussi, il y a un problème budgétaire. Il n'y a pas de convention passée avec les villes sur les festivals. Vous savez, le ministère de la Culture ne finance qu'à peine une dizaine de festivals, ceux qui ont un rayonnement national ou international, comme Aix, comme Avignon, que vous pouvez faire comme auprès des conseils régionaux, des conseils généraux, des villes, etc. Lorsque j'ai pris mes fonctions, effectivement, les collectivités territoriales étaient en train d'établir leur budget et je sentais venir le risque que, confrontées à des difficultés budgétaires, elles aient envie de sacrifier la culture. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé cette dynamique de pacte culturel et que je signe avec elle un engagement sur 3 ans à préserver les budgets de la culture, ce qui est très rassurant pour les acteurs culturels, festivals, compagnies et autres. Le fait d'avoir dans la durée l'assurance que les budgets de la culture ne seront pas rognés, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'assurance. Aujourd'hui, on en est à peu près à une 50aine de pactes signés, il y en aura probablement une 60aine d'ici l'été, et c'est vrai que moi j'exhorte les collectivités à rentrer dans cette logique de partenariat avec l'État, qui est d'ailleurs celle de la politique culturelle, c'est une politique partenariale. Les festivals aujourd'hui dont vous parlez, il y en a des milliers, on parle de 2600 festivals dans toute la France, ils sont financés par les collectivités locales. Donc moi ce que je leur dis c'est ne sacrifiez pas cette vie culturelle à laquelle nous sommes tous très attachés, pour laquelle d'ailleurs j'ai avec François Rebsamen travaillé à sauver le régime de l'intermittence, qui est très important aussi pour la vie des festivals, et donc engagez-vous, ne sacrifiez pas la culture, vous risqueriez de le regretter, et ce n'est pas pour ça que les gens ont élu les exécutifs. Donc voilà la logique dans laquelle je souhaite inscrire les festivals. Et la fête de la musique, c'est une très belle fête. C'est Palais Royal à Amin Malouf. Absolument. On en termine parce qu'on a dépassé là. C'est aussi pour moi l'occasion de montrer ce que la façon dont je conçois la culture aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de très participatif. Il y aura des milliers d'amateurs qui vont venir avec leurs instruments et qui vont improviser avec le talentueux Amin Malouf. Pour moi, c'est ça la culture aujourd'hui, c'est la participation, c'est la pratique amateur, c'est la pratique collective, retrouver ce goût du collectif et cette démocratisation qui n'a pas forcément rempli toute sa promesse depuis qu'on en parle. Donc je souhaite vraiment pouvoir incarner cela, et je trouve que cette fête de la musique est une très belle façon d'illustrer la conception que j'ai de la culture. Merci beaucoup Fleur Pellerin d'être venue donc en direct sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Ils seront très contents, vous avez parlé de Nonce Paolini à LCI. Camarades de LCI, bonjour, et bien évidemment, je vous rends l'antenne, c'est Sophie Paolini qu'on va retrouver sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous donc. Merci, bonne journée.